Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale République démocratique du Congo, notre dossier du jour sera consacré à la réorganisation de l'opposition. Au sommaire également, les objectifs de développement durable, force universelle de transformation du monde. Tel est le thème de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte ce lundi à New York. Et puis, un regain de tension en Centrafrique. Une vingtaine de personnes ont succombé aux attaques d'hommes armés ce samedi dans le centre du pays. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, nos éditorialistes Alfred Chongo. Bonsoir Alfred. Bonsoir Graziella, merci et très heureux de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir Graziella, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices et heureux de vous retrouver sur le plateau pour cette rentrée. Tout de suite, c'est l'info du jour. Réfugiés, climat, terrorisme, c'est avec le poids de toutes ces crises que la 71e Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte ce lundi à New York. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement. Mélina Bokassa. Les objectifs de développement durable, force universelle de transformation du monde est la thématique centrale de cette 71e Assemblée générale des Nations unies. Mais de fait, la question de la gestion concertée des États concernant les déplacements massifs de réfugiés et de migrants occupera sans doute la majeure partie des débats de ce jour, tant sa transversalité et son actualité semblent s'imposer aux membres de l'organisation internationale. La question des réfugiés donne lieu à des réactions contradictoires. D'une part, les raisons à l'origine de leur exode suscitent bien évidemment une sincère compassion. D'autre part, leur afflux massif provoque inquiétude et réticence. Conséquence, les politiques d'accueil se resserrent, les frontières se ferment et les camps de rétention se multiplient. De leur côté, les migrants, parfois qualifiés de migrants économiques, continuent d'être l'objet de jugements négatifs. Ils sont souvent perçus soit comme des concurrents en matière d'emploi, soit comme une menace pour la sécurité. L'Afrique est représentée à son plus haut niveau à ce sommet avec la présence en nombre de chefs d'État et de gouvernement, notamment les présidents Macky Sall du Sénégal, Teodoro Obiang Nguema Basogo de la Guinée équatoriale ou encore Alpha Condé de la Guinée et Paul Biya du Cameroun. L'occasion pour le continent de faire entendre son point de vue sur les questions cruciales qui préoccupent l'Afrique. En point de mire, celle des migrants et des réfugiés. L'Afrique accueille à elle seule sur l'ensemble du continent 4,41 millions de réfugiés provenant essentiellement de la Centrafrique, de la Somalie, du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo. Il serait pertinent qu'on puisse faire évoluer les textes parce que on sait que c'est les conventions de Genève qui ont été actées en 1951 qui régissent jusqu'à présent ces thématiques et ces problématiques. Et là, au regard du nombre actuel que vous venez de citer, 4 millions de personnes, il est plus que jamais urgent pour que les grands de ce monde, en l'occurrence les Nations Unies, mais aussi l'Union africaine, qu'on ne peut pas laisser de côté, puissent s'atteler vraiment à mettre sur place des modes d'action à même de répondre à ce grave drame humain. Cette Assemblée générale ambitionne l'adoption consensuelle d'une déclaration, un consensus historique qui définit une stratégie pragmatique en réponse au déplacement massif de réfugiés et de migrants, elle-même fondée sur des principes universels. On dénombre à l'heure actuelle quelques 244 millions de migrants dans le monde. Plus de 65 millions de personnes sont déplacées de force, dont la moitié sont des enfants, et 86% d'entre eux ont trouvé refuge dans des pays en développement. L'Afrique en accueille 26%. Jean-Marie, quels sont les enjeux de ce sommet pour l'Afrique ? Je dirais que les enjeux de ce sommet sont énormes pour l'Afrique, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'Afrique, si vous voulez, postule à rentrer, si vous voulez, dans ce qu'on appelle chez nous en Afrique, l'émergence des États. L'émergence des États, aujourd'hui, là, nous avons entendu nos chefs d'État avec des discours, si vous voulez, qui sont des discours pratiquement que toute la planète connaît aujourd'hui. Les inégalités, l'inégale répartition, si vous voulez, du revenu mondial.
nous amène, si vous voulez, à des mouvements de population qui, jusque-là, à la limite, on dirait que c'était inconnu, tout simplement. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez la mauvaise gestion du PIB mondial, qui n'est pas faite de manière équilibrée, comparée, si vous voulez, à nos États. Donc nos États, quand ils se retrouvent à la tribune, dans une tribune comme celle-là, c'est pour essayer de parler avec leurs partenaires occidentaux pour qu'il y ait une meilleure répartition des choses. D'ailleurs, ce n'est pas un discours nouveau, Graziella. Ce discours-là, moi, il me souvient, dans les années 60, le président Boumedienne à l'Assemblée nationale parlait déjà de l'inégale répartition. Donc, aujourd'hui, j'ai entendu le président Kaboré parler de la répartition, si vous voulez, et des inégalités. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que là-dessus, il faut qu'on prête une attention dessus. Vous avez les enjeux climatiques qui sont là, qui sont venus se rajouter aux enjeux économiques qui vont, dans les décennies à venir, occasionner des déplacements de population énormes. Donc ça, c'est très très important, si vous voulez, ce 71e sommet pour l'Afrique. Pour qu'on puisse stabiliser l'Afrique, on voit pratiquement toutes les semaines, tous les jours, vous avez des Africains qui meurent en Méditerranée, vous avez les inégalités internes des États qui, d'un autre point de vue, vont menacer quoi? Vont menacer la stabilité des États africains. Alfred, il y a également les questions liées au terrorisme et aussi à l'environnement. Bien sûr, ce sont aussi des enjeux majeurs pour l'Afrique. On l'a vu ces dernières années, la prolifération de ces mouvements terroristes, que ce soit au Nigeria, on a vu au Mali, en tout cas dans la zone sahélo-saharienne, ça a frappé indistinctement l'Algérie, la Tunisie, le Niger ou le Tchad, le Cameroun, etc. Et puis il y a aussi ces phénomènes de déstabilisation interne comme en Centrafrique. Ça fait effectivement beaucoup de phénomènes de violence qui entraînent les déplacements, le mouvement des populations. Et donc, il revient aux pays africains de prendre la mesure, mais ils ont commencé à prendre la mesure justement de cet enjeu parce que sans la sécurité, sans la paix, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de développement. Et donc, il faut prendre à bras-le-corps la question du terrorisme, en mutualisant les moyens, en mettant en commun autant que faire se peut les renseignements, les informations pour faire que les États puissent lutter efficacement, mais aussi évidemment impliquer les partenaires extérieurs. Alors Jean-Marie, cette Assemblée générale, c'est peut-être aussi l'occasion pour les États africains de plaider pour l'adhésion de membres permanents au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Je pense que ça me semble une situation unique à l'heure actuelle, Graziella. Quand vous voyez le continent africain, sa population, le continent africain n'a pas voix, si vous voulez, au chapitre international. Vous avez un certain nombre de nations qui ont acquis des prérogatives qui remontent, si vous voulez, à la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais là, l'Afrique est absente. Il est qu'en même temps que l'Afrique puisse être représentée, que l'Afrique puisse participer, si vous voulez, à ces décisions-là. Parce que le Conseil permanent de sécurité, vous avez combien d'États là-dedans? Vous avez 5 États. Donc à partir de là, la voix de l'Afrique ne se fait pas entendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a une décision qui est prise et tout, l'Afrique ne fait que la subir. Est-ce qu'elle s'est exprimée en avant, si vous voulez, durant les négociations que nous connaissons, tout ce qui se produit toujours en amont? La place de l'Afrique n'y est pas. Donc il est tout à fait logique aujourd'hui que, vu la place à laquelle postule l'Afrique aujourd'hui, et vu le poids de la population africaine aujourd'hui, que l'Afrique ait, comment dirais-je, au moins une voix qui, même si elle est dissonante à l'intérieur de l'Afrique, mais cette voix-là doit rendre compte, si vous voulez, des différentes décisions, de manière à mettre en œuvre des stratégies de développement, d'avancement de l'Afrique, des stratégies de paix et tout ce qui s'ensuit. Alfred, qu'est-ce qui bloque ce processus finalement? Pourquoi l'Afrique n'a-t-elle toujours pas de membres permanents au Conseil de sécurité? Je pense que cette question de l'élargissement du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, c'est une question épineuse pour les 5 qui sont au cœur du dispositif actuel. Mais peut-être moins pour la Chine que pour les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, peut-être encore moins. Parce qu'effectivement, élargir ce Conseil permanent, c'est réduire le périmètre du pouvoir de ces États, et en particulier de l'hyperpuissance américaine. Et donc, si on acceptait l'entrée de l'Afrique, déjà à 5 avec le blocage qu'il y a le droit de veto, ça signifierait pour les États-Unis réduire vraiment leur pouvoir au niveau international, ou du moins au niveau des Nations Unies, parce que
il y a un certain nombre de résolutions. Prenons par exemple la question israélo-palestinienne. Vous pensez bien que s'il y avait des États africains, ils mettraient leur veto sur un certain nombre de propositions des États-Unis. Et donc, les États-Unis se retrouveraient en minorité parce qu'on est sûr que la Chine ou l'Union soviétique voteraient forcément avec les autres. Et donc, du coup, on ne veut pas élargir. Mais en même temps, ça pose aussi une autre question. Si on admet l'Afrique, pourquoi pas le sous-continent indien? Pourquoi pas le Japon, qui est la 4e puissance économique du monde? Voilà, il y a plusieurs enjeux qui sont en question. Merci Alfred. Dans l'actualité également, un calme précaire régnait à Kaga Bandoro, dans le centre de la Centrafrique, ce lundi, après les heurts de ce week-end qui ont fait des dizaines de victimes. Selon un bilan provisoire, on fait le point tout de suite avec Mélina Bokassa et on en parle juste après. Une nouvelle flambée de violence en Centrafrique. Depuis ce vendredi 16 septembre, une vingtaine de personnes ont succombé aux attaques d'hommes armés dans le centre de la Centrafrique à Ndomété. Des pertes mais également plusieurs blessés dans cette localité située à 350 km au nord de Bangui, la capitale. À l'origine, ça paraît-il qu'il y a eu un rassemblement des anti-Balaka, ces combattants qui, à majorité chrétienne là, qui sont amassés au niveau d'un village. Ndomété, c'est à 10 km au sud-ouest de la ville de Kaga Bandoro. Et donc, les éléments, les ex-combattants de Séléka, ayant appris la nouvelle qu'il y avait une multitude d'anti-Balaka au niveau de ce village-là, sont venus les affronter et voilà, ça a causé beaucoup de dégâts. Ces attaques illustrent la fragilité d'un processus de stabilisation d'un pays ravagé par des violences intercommunautaires. Une situation d'instabilité survenue après le renversement de l'ex-président François Bozizé et établie depuis la prise du pouvoir par les Séléka en 2013. Toutefois, le processus de stabilisation est en cours depuis la tenue des élections dans le pays et l'entrée en fonction du président Faustin Archange Touadéra le 30 mars 2016. Justement, le DDRR, le désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement constitue l'une des priorités du président Touadéra. D'abord, c'est la première d'ailleurs, le grand axe, le premier axe, c'est le désarmement pour un véritable retour à la paix. Malheureusement, vous savez, pour le DDR, il faut des sous, il faut de l'argent. Et le chef de l'État et le gouvernement pensent que le sommet de Bruxelles qui se tiendra, je crois, autour le 17 novembre 2016 à Bruxelles, pourra permettre aux donateurs de pouvoir mobiliser les fonds pour qu'on puisse amorcer ce processus de DDR. Un sommet de chefs d'État, membres de la CEMAC, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, est en effet prévu le 17 novembre 2016 à Bruxelles, en Belgique. La République centrafricaine sera au centre des négociations. Objectif, faire un tour de table de bailleurs de fonds afin de permettre au président Faustin Archange Touadéra de faire face aux difficultés auxquelles il est confronté, notamment le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des anciens combattants. Jean-Marie, comment expliquer ce nouveau regain de tension en Centrafrique ? Voilà un sujet, Graziella, qu'on pourrait rattacher au sujet précédent. Nous en avons, ça fait pratiquement, je crois, depuis 2 ans sur ce plateau dont nous parlons de ce sujet-là. Et chacun, si vous voulez, bon, il y a des positions. Moi, dès le départ, avant cette élection-là, j'avais prôné sur ce plateau qu'il fallait une stratégie de désarmement global et total en amont. Bon, il y a d'aucuns qui pensaient que le fait que vous ayez la présidentielle qui se déroule allait stabiliser les choses. Sauf que la présidentielle ne peut pas stabiliser, si vous voulez, les forces que vous avez qui sont disséminées à l'intérieur du territoire. Donc il est important que la communauté internationale puisse aider, si vous voulez, la Centrafrique à pouvoir procéder au désarmement général. Tant que ce désarmement-là ne sera pas effectué, c'est vrai que pour moi, ça a été, si vous voulez, un épiphénomène du fait qu'on se gargarise, du fait que les élections se sont relativement bien déroulées et qu'on ait un résultat à la fin. Le tout, c'est de construire un État derrière. Un État commence par quoi? Ça commence par la police, ça commence par une armée stable. Ça a toutes les institutions nécessaires au fonctionnement d'un État en tant que tel. Mais malheureusement, de mon point de vue, j'ai l'impression que les partenaires internationaux ont beaucoup plus privilégié l'élection présidentielle en négligeant la sécurité intérieure du territoire. Et il est évident aussi que cette situation-là arrange pas mal d'acteurs en Centrafrique parce qu'elle permet pendant ce temps-là, de pouvoir exploiter
les matières premières du pays, c'est-à-dire à bon compte, sans qu'il y ait trop de comptes à rendre là-dessus. Et je trouve ça dommageable que nous nous retrouvons encore sur cette situation-là dans laquelle il n'y a pas de solution en tant que telle, bien que vous ayez un président qui est là. Mais maintenant, il faudrait aider à construire toutes les institutions nécessaires au bon fonctionnement de l'État. Alors Alfred, les assaillants de ce week-end étaient lourdement armés, preuve que l'opération de désarmement, Jean-Marie le disait, n'a pas porté ses fruits. Ne faudrait-il pas envisager une nouvelle opération, voire un désarmement forcé en Centrafrique? Je pense qu'un désarmement forcé risquerait d'être plus catastrophique, moins utile qu'utile finalement. Et c'est vrai qu'il y a eu une faillite de la communauté internationale, mais moi je ne dirais pas d'abord faillite de la communauté internationale. C'est la faillite de l'Union africaine, c'est la faillite de l'Afrique centrale. La CEAC, CEMAC, avait déployé depuis des années des troupes justement pour stabiliser la situation en Centrafrique, mais ces troupes-là n'ont pas pu justement stabiliser le pays. On se souvient que Jean-Marie Michel Mokoko, qui est en prison aujourd'hui à Brazzaville, a présidé justement cette mission de la CEAC-CEMAC pour stabiliser la Centrafrique. Et que les Nations Unies sont arrivées après l'opération française Sangaris, qui a commencé à se désengager. Je pense effectivement qu'il faut aller... que la première responsabilité incombe d'abord aux Centrafricains eux-mêmes. Anti-Balaka ou les Séléka et le reste des Centrafricains, il faut qu'ils prennent conscience que aujourd'hui, avec toutes les richesses de la Centrafrique, si tous les fils et toutes les filles des Centrafrique se mettaient autour de la table pour dire mais voilà, il y a eu ce forum, mais c'était un forum politique, mais il ne faut jamais désespérer, donc il faut recommencer sans cesse remettre la main à la pâte pour justement arriver à se dire mais épurons tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver la paix et l'entente entre nous. Et de cette manière, on pourra redémarrer, repartir autrement. Merci Alfred. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.